Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Connection Leadership et Climate Leadership sur la CSRD. Ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire comme chaque mois depuis quelques mois maintenant. Et on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et que le nombre de participants augmente un petit peu. Euh, Hop, j'ouvre bien ma caméra, voilà. Donc nous sommes tous les deux avec Clotilde aujourd'hui. On va commencer dans 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc le but, c'est que ce soit une session interactive, hein. Vous avez tous accès au chat et donc à la discussion. Donc pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. On fera en sorte d'être les plus réactifs possibles pour pouvoir vous répondre. Et, et sinon, on prendra certaines questions en fin de webinaire, évidemment. Donc, on est ensemble pour environ 1 heure sur ce sujet de la CSRD, où le but va être vraiment de poser un petit peu les bases, de dédiaboliser le sujet et de montrer que on peut rapidement arriver à des premiers résultats sur ce sujet-là. On attend encore quelques minutes que tout le monde arrive. Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour, les slides seront partagés. Oui, Nicolas, merci de votre question. On vous partagera, alors pas forcément les slides, mais on vous partagera le lien vers le webinaire via le replay. Et bah, les slides à la demande, oui, sans problème. Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer, Clotilde. Donc merci à tous de nouveau pour votre présence aujourd'hui en ligne sur ce webinaire organisé par Connection Leadership. Le but c'est vraiment aujourd'hui de faire une première vision sur ce qu'est la CSRD et surtout sur comment très concrètement, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir vous lancer dedans, ou bien en tant qu'accompagnant de l'entreprise, vous pouvez aussi aider vos clients, vos adhérents à y voir un petit peu plus clair. Là, je parle en particulier pour les personnes qui sont connectées et qui sont membres d'OPCO. Euh, donc sur pour rapidement me présenter, pour que ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Alexandre Cornu, je suis directeur du département Climate Leadership chez Connection Leadership et je vous en dirai un tout petit peu plus sur qui est Connection juste après. Et Clotilde. Et donc oui, moi je suis Clotilde Cohen-Dujardin, je suis consultante en transition écologique et en particulier sur les aspects bas carbone. Et depuis cette année, je me suis plongée dans le sujet de la CSRD et avec plein de bonnes surprises. Voilà, spoiler alerte, finalement c'est plutôt un sujet passionnant, même si ça fait un peu peur au début. Alors, qui est Connection Leadership? C'est un cabinet qui est spécialiste de la transformation. On parle de transformation holistique chez nous et avec nos clients, puisqu'on accompagne les transformations sur l'ensemble des sujets de la vie d'une entreprise, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sujets qui peuvent donc induire des transformations et holistiques puisqu'on travaille à la fois sur les enjeux métiers, donc que ce soit les RH, les enjeux R&D, les enjeux d'une DSI et d'un directeur RSE évidemment aujourd'hui, ou que ce soit les enjeux humains pour accompagner la transformation et la rendre pérenne. Et ce qui fait la particularité de nos accompagnements chez Connection Leadership, c'est vraiment la combinaison de ces deux expertises. On travaille avec un peu plus de 150 consultants à travers la France qui ont tous une expertise en particulier et qui ont souvent en plus un profil, en plus d'être consultants, un profil de coach et ou de formateur
Pourquoi le coaching? Justement, puisque dans une démarche d'accompagnement de transformation, d'accompagnement du changement, les techniques de coaching spécifiques à Connection Leadership permettent vraiment d'ancrer ces changements et d'embarquer tout le monde dans la durée, quel que soit le sujet. Donc, on a de très nombreux clients, comme vous pouvez le voir, une galaxie de clients avec des profils très différents. On travaille sur tous les secteurs et sur toutes les tailles d'entreprise, donc aussi bien sur des startups, des PME que des grands groupes, et aussi bien dans l'industrie que dans la publicité, par exemple. Alors pourquoi le sujet de la transformation écologique est aussi holistique pour nous, peut-être encore plus que les autres, c'est vraiment un sujet éminemment technique et humain. Il y a énormément dans la transition écologique de sujets en lien avec la technique, que ce soit les enjeux carbone, avec les enjeux des déchets, avec les enjeux de l'approvisionnement en matières premières, des choses qui peuvent être assez pointues et en même temps éminemment humains, puisque le fait de changer les convictions de chacun ou les habitudes de chacun sur la transition écologique, c'est quelque chose d'assez qui se repose sur des comportements ancrés en fait, et donc sur lesquels il faut particulièrement jouer sur les émotions pour aller changer les comportements, aller changer les habitudes du quotidien. Et donc là, comme dans l'ADN de Connection Leadership, là aussi on intervient vraiment sur ces deux dimensions, la technique et l'humain. Et pourquoi on a commencé à faire ces webinaires mensuellement? C'est que très souvent, en fait, sur les enjeux de RSE au sens large, l'entreprise ne sait pas forcément par où commencer, ou on a aussi un enjeu de savoir à qui s'adresser. Les dirigeants ou les responsables de services avec qui on parle, ou même les salariés n'ont pas forcément d'idées sur les actions à mener et d'où s'adresser pour pouvoir les mener ou encore de comment adresser un changement sur des comportements ancrés justement. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire ces webinaires pour traiter de nombreux sujets en lien avec la RSE et de faire une initiation sur ces sujets avant de pouvoir aller plus loin. Et donc aujourd'hui, bah, c'est le thème de la CSRD, justement, qui est un thème avec un acronyme déjà. Donc je vais laisser Clotilde l'introduire, cet acronyme, et le rendre peut-être moins flou et beaucoup plus accessible pour vous tous. C'est vraiment le but d'aujourd'hui. Donc je te laisse avancer, toi qui es experte du sujet. Alors effectivement, la CSRD, donc ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive, je pense qu'on peut aller à la slide suivante. Et c'est la nouvelle norme européenne sur la façon de reporter sur ces activités, sur les aspects durabilité de ces activités. Et elle a remplacé, ou bien elle est en train de remplacer la NFRD, qui était la Non-Financial Reporting Directive. Alors, on est passé de non-finance extra-financière à durable. Et donc, déjà, c'est intéressant de se dire que même le changement de terme est déjà intéressant sur la logique, de plus dire qu'il y a le financier et le reste, mais qu'on est vraiment aussi sur quelque chose de la durabilité, ça fait partie, c'est vraiment un enjeu à part entière. La première question, c'est qui est concerné par la CSRD? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça a démarré donc au 1er janvier 2024 et donc les premiers rapports CSRD vont sortir l'année prochaine. Mais les entreprises qui étaient concernées, donc qui doivent sortir leur rapport dès l'année prochaine, sont uniquement les entreprises qui étaient déjà soumises à la NFRD, donc qui ont déjà fait quand même un peu de reporting sur leur durabilité. La nouveauté là, sur l'année qui arrive au 1er janvier 2025, et donc c'est qu'on va devoir, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être embarquées, qui pour le coup vont faire pour la première fois un reporting autour de la durabilité. Donc, qui sont les entreprises qui sont concernées à partir de 2025? Donc, concernées à partir de 2025, ça veut dire qu'elles doivent reporter en 2026 sur leurs données 2025. Donc, c'est des entreprises qui remplissent au moins deux critères, donc plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions de bilan au total. Ce qui veut dire que, par exemple, contrairement aux anciennes normes, déjà, il y a même en termes de salariés, même sur des entreprises de moins de 250 salariés, si elles remplissent les critères financiers, elles sont soumises à la CSRD. Et donc, ça implique beaucoup plus de monde que ce qu'il y avait avant. Et donc, au niveau européen,
vous voyez que donc la CSRD va se mettre en œuvre progressivement. Donc d'année en année, on va rajouter des types d'entreprises. Mais à terme, on sera à plus de 45 000 entreprises concernées en Europe, là où la NFRD concernait à peu près 10 000, 11 000 entreprises jusqu'à présent. Donc on fait x4 sur les entreprises concernées par le reporting extra-financier. Durabilité, je viens de dire que c'était mieux. Voilà. Et j'ai déjà une petite question pour toi. Est-ce que la, il y a un intérêt aussi pour des entreprises qui n'y seraient pas soumises de façon obligatoire à se pencher aussi sur la question? Moi, je pense que, alors ce que je vous ai dit au début, c'est que moi, je me suis mise à la CSRD parce que je me suis dit, bah, c'est un peu le sujet 2024-25. Et en plus, au vu de mon travail, c'est quand même intéressant que je m'intéresse à ce qu'il y a dans les normes européennes sur le sujet. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs très intéressants sur la façon dont ils demandaient de reporter. Donc, mon opinion, c'est que oui, c'est intéressant de regarder ce qu'il y a dedans. Euh, Pas forcément pour pondre un rapport CSRD exactement selon le même CSRD, mais probablement pour voir un peu à quoi on s'attend quand même, hein, c'est quoi maintenant les attentes, parce que ça peut devenir des standards sur plein d'autres choses, donc finalement, c'est quoi les attendus? Et en plus, il y a quand même des entreprises qui sont parfois très vertueuses, mais des petites entreprises et qui ne reportent pas, enfin qui ne le mettent pas en avant. Et ça peut aussi leur donner des idées sur qu'est-ce qui est vrai vertueux et enfin, qu'est-ce qu'on considère comme vertueux et comment le mettre en avant dans leur stratégie. Donc effectivement, moi je pense que c'est... alors il y a un petit, on va pas se mentir, hein, il y a un petit étape de départ où il faut se mettre dans la norme. Et ça, c'est pas facile. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment des choses intéressantes à aller creuser dedans. Et puis pour des petites entreprises qui pourraient avoir à fournir des données pour des donneurs d'ordre de Absolument. plus en plus exigeants aussi. Sachant que je vais un peu y revenir, mais il y a certains aspects, vous allez voir, il y a plein de normes dedans, il y a plein de data points à compléter, mais il y en a un certain nombre qui, par exemple, si on est une entreprise de moins de 750 salariés, on n'est pas obligé de les fournir les 2 ou les 3 premières années. Donc il y a aussi des choses qui vont pouvoir se faire progressivement et on ne va pas être obligé de tout faire au début. Mais ça, je vais y revenir quand je vais représenter un peu la démarche sur comment s'y mettre. On me dit que tu n'es pas en caméra, donc Ah bon? oui, Tu me... on ne te voit pas apparemment. Ben, pourtant, je bien la caméra. C'est vrai de tout le monde? Ou est-ce que ça peut être un signe que peut être est-ce qu'il y a des gens qui me voient? Non, je ne crois pas. Non? Bah, pourtant, Non, on va se mettre comme peut-être, ça. on est dans la même pièce, hein, donc voilà. Et donc je vais changer de slide. Alors, il y a une question quid de la version simplifiée pour PME? C'est une bonne question. Et ma réponse va être, ben, on l'a pas. On n'a pas, les normes ne sont pas encore sorties. Il va y avoir une version normalement, mais qui va être arrivée pour vraiment des petites entreprises. Je pense que ça, où il y aura des normes effectivement spécifiques PME, mais elles ne sont pas encore complètement sorties. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je peux vous dire qu'il y a effectivement... Ah bon, moi j'ai été, dernière nouvelle, j'avais pas les normes définitives. Donc il y a des choses qui sortent, mais après, par exemple, c'est comme pour la CSRD, hein, les premières normes ont sorti dès l'été 2023, mais la version définitive est sortie le 23 décembre 2023. Et il y avait des modifications significatives. Bah écoutez, sur les normes, globalement, les types de normes sur lesquelles il faut reporter, euh, il y en a 12. Et donc, il y en a deux transversales, donc les conditions générales et les informations générales. Là, on va être sur la première, on va être vraiment sur une norme de méthodologie. On va vous dire ce qui est attendu comme méthodologie pour remplir votre rapport CSRD. C'est là qu'on va vous expliquer, par exemple, qu'il faut faire une analyse de double matérialité, qu'il va falloir documenter la façon dont vous avez fait votre analyse de double matérialité et ce genre de choses. La deuxième norme, la ESRS 2, elle va concerner vraiment des informations générales sur l'entreprise, sur le business model, ceux qui sont pour le coup assez génériques, que ça, c'est des choses que vous avez normalement déjà. Et ensuite, vous avez des normes thématiques qui sont regroupées donc, sur les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et c'est sur ces normes-là que vous allez devoir reporter en ayant décidé avant sur lesquelles vous êtes matériel et sur lesquelles vous n'êtes pas matériel. Et c'est bien, donc vous n'allez pas forcément reporter sur tout. Une chose importante, c'est la première, la ESRS E1, elle est considérée comme matérielle par défaut.
C'est-à-dire que vous êtes obligé de reporter dessus, sauf si vous êtes capable de prouver que vous n'êtes pas matériel sur cette norme-là. Euh, Globalement, prouver que vous n'êtes pas matériel sur quoi que ce soit lié au changement climatique, en général, c'est quand même plus rapide de reporter dessus que d'essayer de prouver qu'on n'est pas matériel, que ce soit ni en atténuation ni en adaptation autour du dérèglement climatique. Donc celle-ci, elle est matérielle par défaut. Toutes les autres, c'est à la suite de votre analyse de double matérialité qu'on va décider si vous devez reporter dessus ou pas. Donc environnement, social. Social, on vous pose à peu près les mêmes questions dans les quatre normes, les S1, S2, S3, S4. C'est juste qu'on vous les pose sur des populations différentes. Donc d'abord sur les effectifs propres, donc vos salariés, enfin vraiment les gens qui sont dans l'entreprise. Ensuite sur la chaîne de valeur. Ensuite sur des gens qui seraient impactés par votre activité, des communautés touchées mais qui ne font pas partie de la chaîne de valeur. Et enfin sur clients et utilisateurs finaux. Et il y a une norme sur la gouvernance, sur la conduite des affaires, donc effectivement aussi qui va compléter les normes environnementales. Comment ça marche quand on va vouloir faire pour la première fois son rapport CSRD? Donc je vous ai dit, ça va démarrer par une analyse de double matérialité, puis une gap analysis, et enfin donc application des normes, ça va vraiment être là où on va faire le rapport. Et enfin, la CSRD, elle est auditée par un organisme tiers indépendant. Donc il y a un auditeur qui va venir vérifier que ça lui semble acceptable ce rapport que vous allez publier. Dans un premier temps, l'audit sera j'ai oublié le terme exact, mais d'une responsabilité voilà, peut-être limitée d'ailleurs, qui veut dire que l'auditeur va juste s'assurer que de ce que vous lui montrez, il n'a pas de preuve que vous ayez raconté n'importe quoi. À terme, l'audit de la CSRD va être au même niveau de responsabilité de l'auditeur que les audits financiers. Donc l'idée de la CSRD, le principe derrière, c'est vraiment d'amener le reporting autour de la durabilité au même niveau que le reporting financier. Donc, on va zoomer effectivement sur le début, sur l'analyse de double matérialité et la gap analysis, qui sont les parties qui peuvent être un peu nouvelles, qui sont qui demandent un peu plus de réflexion. Donc, l'analyse de double matérialité, ça va déjà, qu'est-ce que c'est que la double matérialité? La double matérialité, ça implique du coup, c'est de savoir si vous êtes matériel, soit sur de la matérialité financière, soit sur de la matérialité dite d'impact. Matérialité financière, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et va impacter votre entreprise. Donc, en général, ça impacte de manière financière. Donc, par exemple, si je reste sur l'environnement, le climat, si j'ai une exploitation agricole, le fait que les sécheresses se multiplient, il y a un risque pour mon activité, c'est de la matérialité financière liée à l'environnement. De l'autre côté, la matérialité d'impact, ça va être ce qui vient de mon activité et qui impacte l'extérieur. Si je reste sur le sujet de l'environnement, par exemple, si je puise beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques par mon activité, j'ai une matérialité d'impact sur la ressource en eau. Et donc, on va devoir décider à chaque fois ce qui est matériel et ce qui ne l'est pas, et pour décider sur quoi on reporte. Donc, comment ça va se passer l'analyse de double matérialité? Il y a une première chose qui est alors comprendre l'entreprise et son rapport au monde, c'est-à-dire qu'on va passer par une cartographie des parties prenantes, se demander qui sont mes parties prenantes clés, comment j'interagis avec elles, tous ces aspects-là, quelles sont toutes mes activités, l'ensemble de mes activités de l'entreprise. Ensuite, dans tout ça, on va devoir identifier ce qu'on appelle les zéros, donc les impacts, les risques et les opportunités liés aux différentes activités de l'entreprise. Et parmi ces zéros, donc là, on va être sur une liste longue, on va être ce qu'on appelle une liste longue d'zéros. Et dans ces zéros-là, on va pouvoir dire lesquels sont matériels et lesquels ne sont pas matériels. Donc ça, pareil, on va devoir définir des critères pour définir un seuil de matérialité. Et tout ce qui sera au-dessus de ce seuil de matérialité est considéré du coup comme matériel et doit être inclus dans le rapport. Donc, à la fin de votre analyse de double matérialité, vous avez votre structure de rapport. Vous savez sur quel point de données vous devez reporter et sur quel point de données vous n'avez pas besoin de reporter. Donc, ce n'est pas rempli encore, il est vide votre rapport, mais vous avez la structure du rapport à la fin de l'analyse du double matérialité. On a mis des délais, là, 2 mois sur une analyse de double matérialité. C'est très variable le nombre d'activités qu'a l'entreprise, tout ça. Là, on est plutôt sur des entreprises autour de 200, 300 salariés
qui ont des activités, en général une activité principale ou peut-être deux, mais en fait on reste sur des activités similaires, quoi. Donc on n'est pas sur des entreprises complexes. Donc analyse de double matérialité et à la fin on a la structure du rapport. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a donc toute cette liste de data points et tout ça, et de choses sur lesquelles on doit reporter, eh ben, on va pouvoir le mettre en parallèle avec toute la donnée qu'on a déjà. C'est quoi la donnée existante que j'ai déjà sur la durabilité? Et donc, et quelle est la qualité de la donnée aussi? On va essayer de savoir est-ce que c'est de la donnée qui est fiable, puisqu'encore une fois, votre rapport va être audité. Donc, c'est important de savoir d'où vient la donnée et que ce soit de la donnée fiable. Donc, vous allez avoir quelles données j'ai et qualifier ces données. Et une fois qu'on a ça, donc la gap analysis va consister à se dire bah, là où j'ai de la donnée, soit j'ai de la donnée qui correspond complètement au point de données et qui est fiable, et dans ce cas-là, bah, je suis en vert, ça c'est bon. J'ai des points de données où probablement j'ai de la donnée, mais soit elle est incomplète, soit elle nécessite d'être, j'allais dire, fiabilisée, c'est-à-dire de vérifier qu'on est bien sur des choses crédibles, où on va être, mais on a quand même quelque chose de départ, et il y a des points de données où potentiellement on n'a rien. Et donc, en partant de ça, on va pouvoir définir un plan d'action pour être capable de compléter son rapport. C'est-à-dire, bah, là où je suis en orange parce que je suis pas, j'ai des choses, mais c'est pas complètement carré, bah, c'est quoi le plan d'action pour pouvoir passer ces choses-là en vert? Et les choses où j'ai rien, bah, aussi parfois, c'est quoi le plan d'action en face? Donc le plan d'action, parfois ça peut être des petites choses et parfois ça peut être un chantier à part entière. Typiquement, on vous demande de reporter sur vos données carbone. Si vous n'avez pas de bilan carbone, c'est compliqué de le faire, forcément. Donc, le plan d'action, ça peut être réaliser un bilan carbone et ça va être potentiellement assez. C'est un projet à part entière. Euh, Ce qui est important de comprendre, et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est que la CSRD, c'est une obligation de transparence. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vous avez le droit de marquer bah, je n'ai pas. Ou peut-être de dire je n'ai pas cette année et j'ai prévu de le faire pour l'année prochaine. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander, il y a des choses qui, rien n'est vraiment obligatoire, c'est juste qu'il faut reporter dessus de manière transparente. Donc, dans le plan d'action, on va pouvoir aussi prioriser, se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir dès la première année, qu'est-ce qu'on veut avoir absolument à partir de la deuxième année et après, ou qu'est-ce qui peut attendre. Donc, il y a des choses comme ça, on va aussi s'autoriser donc à prioriser le plan d'action pour savoir bah, en fait, bah, tout simplement qu'est-ce qu'on lance tout de suite parce qu'on se dit que ça vraiment c'est important de l'avoir dans son premier rapport dès la première année et qu'est-ce qu'on considère qu'il peut atteindre au moins l'année 2 voire plus tard. On avait une Ouais. question de Marina Boud. Je ne sais pas si tu souhaites y répondre tout de suite sur les points de Alors attends, je données. vois pas les. Les points de données correspondent-ils à des repères communiqués dans le cadre de la CSRD? Alors je sais pas exactement ce que vous entendez par repère, mais les points de données, en fait, vous avez des normes, vous avez une norme sur l'environnement et dedans, on va vous dire euh, des exigences de publication. Ça veut dire il faut que l'entreprise reporte sur son plan de transition en incluant les objectifs à court terme, moyen terme, long terme, la courbe de référence, par exemple, une courbe de référence qui existe de manière générale. Il va y avoir un peu une exigence de publication assez large et dedans, chaque point de données, en fait, c'est les objectifs, la courbe de référence, tout ça. Donc parfois, en un paragraphe, vous allez répondre à 5-10 points de données. Donc les points de données, vous avez peut-être entendu, il y en a beaucoup si vous devez reporter sur tout dans la CRCD, il y en a plus de 1000. Mais déjà, c'est des choses très spécifiques. Et en plus, la plupart des entreprises ne vont pas du tout reporter sur tous les points de données. C'est bien à ça que sert l'analyse de double matérialité, c'est de faire le tri entre là où je dois reporter ou là où je ne dois pas reporter. Et si jamais vous avez une activité qui nécessite de reporter sur l'ensemble des points de données, c'est qu'a priori, vous avez une activité qui est extrême, qui a énormément d'impact ESG. Et donc, c'est vraiment important d'avoir en général un reporting fiable sur le sujet. Je ne sais pas si ça a complètement répondu à la question, parce que je n'étais pas sûre de savoir ce que vous entendiez par repère. Merci. Voilà, ok, Mhm. ça a répondu à la question. Merci Marina pour la Ça, question. donc, en petit récapitulatif à ce niveau-là, analyse de double matérialité, j'ai ma structure de rapport avec tout ce que je vais devoir avoir comme données pour être capable de pondre un rapport CSRD complet. En fin de gap analysis, je sais
les points de données et les exigences de publication sur lesquels j'ai déjà ce qu'il faut, et je sais les données et les exigences de publication sur lesquelles il me manque de l'information, et je mets un plan d'action en face, et je peux prioriser ce plan d'action. À quoi ressemble une matrice de double matérialité? Alors, là, elle est un peu simplifiée, mais donc vous avez en général un axe sur la matérialité financière et un axe sur la matérialité d'impact. Alors, on a mis sur les parties prenantes, ces parties prenantes incluent l'environnement. On met l'environnement, la nature, tout ça comme une partie prenante. Donc, vous allez positionner tous vos zéros là-dessus, donc vos impacts, risques et opportunités là-dessus. Et puis, alors là, il y a un travail qui est fait vraiment en interne dans l'entreprise pour décider c'est quoi le seuil de matérialité. Et vous allez dire, donc là, sur un schéma comme ça, bah, on pourrait imaginer qu'à partir du milieu de l'axe, des deux axes, on considère que tout ce qui est au-dessus du milieu est matériel. Et donc, on va regarder ce qui est au-dessus. Alors là, c'était fait avec un arc de cercle. Je pense que c'est l'arc de cercle. Donc, on considère tout ce qui est au-dessus de l'arc de cercle est matériel. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je vais devoir reporter. Il n'y a pas de consigne claire sur comment définir le seuil de matérialité. Par contre, encore une fois, vous êtes audité là-dessus. Donc, il faut que la façon dont vous ayez défini votre seuil de matérialité soit justifiée. Il va falloir quand même mettre des critères et essayer de mettre un peu de rationnel derrière. euh, Parce que vous allez devoir, ça fait partie des choses qui vont être auditées. Une fois qu'on en est là, bah, il nous reste, alors, sur la partie vraiment d'aller creuser et de comprendre comment ça marche, on a vraiment fait le gros du travail. Par contre, derrière, il reste effectivement tout ce qui va être l'application directe des normes, bah, ça va être tout simplement de faire le rapport. Comment je vais publier, qu'est-ce que je vais mettre dans le rapport, comment je vais le rédiger, et d'avoir potentiellement un certain nombre de plans d'action, enfin des impacts, pardon, des étapes du plan d'action à cocher pour être capable de faire mon rapport. Donc, si vous devez publier votre premier rapport en 2026 sur données 2025, alors peut-être que vous avez déjà démarré hein, votre analyse de double matérialité, mais c'est le bon moment. En fait, il faut les démarrer maintenant parce que les plans d'action derrière peuvent faire ressortir des choses quand même assez conséquentes parfois qui vont demander plusieurs mois de travail pour être capable de cocher un certain nombre de cases. Donc, c'est maintenant que ça se démarre, les analyses de double matérialité pour publier en 2026, surtout si vous n'en avez pas. Peut-être juste avant que je continue là sur l'application des normes, il faut savoir qu'une analyse de double matérialité, s'il n'y a pas de changement drastique dans l'activité de votre entreprise, on considère qu'elle est valable de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est des choses que vous ne referez pas tous les ans. Donc c'est vraiment la première année, vous allez avoir des choses. Donc même, et après, quand vous ferez des mises à jour, c'est aussi beaucoup plus simple que la première fois où vous le faites. Mais en tout cas, une fois qu'elle est faite, par exemple, c'est-à-dire qu'en 2027, bah, vous n'êtes pas obligé de la refaire. Enfin, en 2026 pour publier en 2027. On avait Ouais. une question de Nicolas sur les impacts positifs à positionner ou non sur la matrice. Est-ce qu'on Euh, positionne les impacts positifs? Ben, je dirais oui. Après, je ne sais pas exactement à quoi vous pensez, mais a priori, si on en fait, matériel, c'est que vous avez vraiment c'est qu'il y a un lien direct. Enfin, qu'on voit la matérialité. Donc, en fait, la matérialité, effectivement, enfin, l'idée est quand même après de diminuer alors des impacts négatifs ou de voir d'en faire des impacts positifs. Donc, ça va dépendre un peu qu'est-ce que vous entendez par impact positif. Mais en fait, par exemple, il y a des choses où vous allez potentiellement avoir un impact négatif, mais que vous gérez très bien, et donc ce sera positif dans votre rapport. Je reprends l'exemple des exploitations agricoles. J'ai mis en place vraiment toutes les méthodes possibles de l'agriculture pour limiter les besoins en eau. J'ai changé mes types de culture, j'ai tout ça et tout. Vous êtes matériel sur la partie eau, environnement, mais par contre, dans votre rapport, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'en fait, vous avez une politique, vous avez des suivis de données, vous avez tout ça, et qu'en fait, déjà, tout ça, c'est cadré, et en fait, c'est un point positif. Et ça, je pense que c'est un point important sur lequel je reviendrai, c'est que vraiment la CSRD va valoriser les entreprises vertueuses. C'est vraiment un truc qui va vraiment permettre de valoriser les entreprises déjà vertueuses ou qui essayent, en fait, qui s'y sont vraiment mis et qui essayent de mettre en place des choses. Dans ce même exemple, Ouais. j'imagine si on reprend l'exemple de l'agriculture, je reprends un terrain qui est détruit et je mets en,
en sol régénéré. Enfin, je régénère les sols. Ouais. C'est de l'impact positif potentiellement. C'est de l'impact positif, mais on Parce va qu'on va considérer que l'activité agricole est un matérielle. impact, Enfin, voilà, c'est tout que à fait. l'activité agricole est Mm, matérielle sur la gestion de l'eau, sur la gestion mm. des sols, sur tout ça. Mais ça ne veut pas dire que forcément derrière, c'est que vous faites mal. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que le fait de dire qu'on est matériel sur quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pas bon et que ce qui se passe derrière son entreprise, c'est pas bien. J'ai même envie de dire, si vous faites plein de choses sur un domaine, débrouillez-vous pour que ce soit matériel dans votre analyse, parce que ça apparaîtra d'autant mieux. Donc, application des normes, ça va. Ouais, non, je veux bien rester encore un tout Ouais, petit peu sur la, pardon. la partie avant. Application des normes, c'est vraiment le moment où il faut mettre en place le plan d'action pour être capable de faire le rapport. Euh, Ensuite, il y a l'audit. Donc ça, encore une fois, c'est une partie spécifique. Je l'ai mis ensuite, en général, et même surtout la première année, il est conseillé quand même de prendre contact avec les auditeurs relativement tôt dans les processus. Parce que bah, typiquement, la mise de double matérialité, une fois qu'elle est faite, elle est faite, hein, donc elle pourrait être auditée tout de suite. Et si votre auditeur il a un problème de fond avec votre seuil de matérialité, vous avez intérêt à le savoir avant d'avoir fini votre rapport. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre contact avec les cabinets d'audit ou avec l'auditeur ou avec, si vous avez les commissaires aux comptes, certains qui se sont formés aussi à l'audit CSRD, de pas du tout attendre la dernière étape d'audit officiel pour prendre contact avec les auditeurs. Vous voyez, on a mis un petit point là, outil spécifique avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il faut s'outiller pour faire son rapport CSRD? Euh, Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un outil pour faire un rapport CSRD. Pour le coup, je pense que c'est quand même recommandé. Il faut savoir que votre outil CSRD, ce qu'on appelle un point de données, en fait, c'est aussi un endroit où vous aurez une sorte de bout de code et on sera capable d'extraire les infos qu'on veut de votre rapport. Donc, si vous le faites sans outil, ça veut dire que vous-même, vous allez devoir plus ou moins inclure des bouts de code dans votre rapport pour être capable d'identifier les points de données et qu'ils puissent être extraits euh, qui puissent être extraits, sachant que, surtout quand il y aura, alors ça c'est 2027 de mémoire, le portail de l'EFRAG où il y aura tous les rapports et qu'on pourra les consulter et extraire des données des rapports. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même complexe euh, de le faire sans outil. Donc effectivement, personnellement, je conseillerais d'avoir un outil pour faire son rapport CSRD, mais j'insiste, c'est absolument pas obligatoire. Vous avez le droit de faire, de pas avoir d'outil spécifique pour faire votre rapport CSRD. Et là, du coup, de prendre un petit peu de recul sur ce que c'est que la CSRD et en quoi ça peut vraiment être un levier pour la transformation de l'entreprise et ça peut vraiment être des leviers d'opportunités, de nouvelles opportunités. Tout simplement, donc, premièrement, je reviens, la CSRD, on n'est pas sur une obligation de performance, on est sur une obligation de transparence. Donc ça veut juste dire que vous devez reporter de manière très transparente, et alors c'est très détaillé, on vous dit exactement ce qu'on veut comme point de données, encore une fois, dans votre rapport, mais c'est, j'ai envie de dire, juste de la transparence. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est un format unique, et donc contrairement à ce qu'on avait dans la NFRD qui n'imposait pas grand-chose, là, on va pouvoir comparer les entreprises les unes avec les autres. Et donc, on va vraiment pouvoir aller voir ce qu'il y avait qu'est-ce qu'elles annoncent et comment elles sont par rapport aux autres, et comparer aussi le storytelling avec la donnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de storytelling, mais parfois c'est compliqué de savoir ce qu'il y a derrière. Donc vraiment, la CSRD, elle permet de se dire, ça n'enlève pas du tout le storytelling, hein. Il y a plein d'espaces dans le rapport CSRD pour avoir un storytelling, si vous voulez, autour de votre stratégie RSE, mais ça oblige à avoir de la donnée, en fait, derrière, qui est liée à votre storytelling. Et donc, eh ben voilà, c'est ce que je vous disais. La troisième chose que ça apporte, la CSRD, c'est que c'est un accès facilité aux données, entre autres via un portail EFRAG en 2027, euh, mais probablement qu'en fait, à partir du moment où les rapports sont publics et qu'on sait qu'on peut extraire les données, qu'il y a d'autres entreprises qui vont s'y mettre. Et justement, par exemple, le label Lucie a l'air de vouloir mettre un label en place lié à la CSRD, donc probablement avec ce genre d'outils. Et donc, qu'est-ce que ça apporte? À la RSE? Bah, premièrement, ça je le disais déjà, ça va valoriser les entreprises vertueuses. Aujourd'hui, encore une fois, à storytelling égal, j'ai envie de dire, c'est difficile de faire la différence entre une entreprise qui raconte bien, mais qui n'a pas grand-chose derrière, et une entreprise qui raconte bien et qui a beaucoup de choses derrière. La CSRD, vraiment,
ça va permettre de clarifier tout ça et donc de se dire, en fait, quand je fais les choses bien, je suis favorisé sur mon évaluation CSRD, sur mon rapport CSR2 par rapport à une entreprise qui ne le fait pas bien. Donc, première chose, ça va valoriser les entreprises qui sont déjà vertueuses. Deuxième chose, ça remet complètement la RSE à un niveau stratégique. Quand vous allez voir dans les normes, réaliser tout un rapport CSRD sans jamais parler à son COMEX, c'est compliqué, voire c'est pas possible. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments RSE qui redeviennent complètement stratégiques et qu'on est obligé de prendre à ce niveau-là pour être capable de faire donc, son rapport CSRD, mais tout simplement de les remettre euh, dans, euh, vraiment à ce niveau de réflexion stratégique. Et un petit peu, alors j'allais dire, c'est un peu le combiné de tous les points d'avance, c'est que la CSRD, pour moi, c'est vraiment un levier d'amélioration des standards RSE. Ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, on est capable de comparer, on est capable d'aller voir ce qui se passe chez les autres, de se rendre compte quand une entreprise est vraiment vertueuse ou pas. Et donc, ça va, je pense, et alors l'avenir nous le dira, il faut qu'on attende un petit peu voir comment ça évolue, mais tirer vers le haut là, un certain nombre de choses des standards RSE. Euh, Par exemple, hein, je peux vous donner un exemple, une entreprise là qui est en train de faire son rapport et qui, dans la case justement plan de transition, bon, elle n'a pas de plan de transition. Et la norme, elle dit très clairement qu'il faut préciser si on a un plan de transition et si on l'a pas, est-ce qu'on a prévu d'en avoir un et si oui, quand? En gros, c'est ça qui est marqué. Donc, ça veut dire très clairement que j'ai le droit de reporter, je n'ai pas de plan de transition, je n'ai pas prévu d'en avoir. Ça répond à la norme CSRD. Sauf qu'en 2024, si vous écrivez ça, vous n'avez pas intérêt à dire où que ce soit que vous êtes une entreprise engagée, que vous avez un plan, enfin que vous êtes prenez à cœur les sujets de l'environnement et du social et de la gouvernance, les enjeux ESG. Et donc, en fait, par crédibilité, ce qui se passe, c'est que ces entreprises-là, dans leur plan d'action, elles mettent il faut que je fasse un plan de transition, et en général, elles le priorisent. Donc, on est en train de se rendre compte que bien que ce soit que une obligation de transparence, et j'insiste, ça a tendance en fait à pousser les gens à aller chercher sur le sujet et à vraiment revaloriser les enjeux RSE. Euh, Personnellement, enfin moi j'entends beaucoup parfois dire oui, nous on veut faire plein de choses, sauf qu'en fait c'est juste ça va nous finalement parfois ça va nous coûter cher de les mettre en place et ça nous apporte pas d'avantage concurrentiel. Donc en fait on a l'impression d'être juste parce qu'on pense que c'est important de le faire. Pareil, là la CSRD, encore une fois, juste ça va être visible. Ce que vous faites va être visible et ça va être visible par rapport à une entreprise qui ne le fait pas. On parle là du portail EFRAG en 2027, mais toutes les agences qui sont capables aujourd'hui d'évaluer des performances d'entreprise, elles sont capables, dès qu'il y aura des publications de rapports CSR2, d'extraire les données et de faire des notations et des évaluations d'entreprise sur les aspects ESG aussi. Donc, on s'attend, ça c'est pas encore fait, mais on s'attend de manière assez rapide en général, je pense, à avoir des notations liées au rapport CSRD. Et donc, en fait, d'avoir une note RSE. Et ben en fait, quand je commence à avoir une note, je vais avoir envie de vouloir l'augmenter. Et donc, toutes des actions qui parfois on disait, bah oui, mais j'ai envie de le faire, mais derrière, c'est transparent et en fait, c'est pas valorisé. Et pour moi, c'est presque plus que des contraintes. Demain, probablement que ça va permettre de vraiment rentrer dans la stratégie et de dire, bah si, si, ça m'apporte des choses parce que ça me rend visible de la bonne manière. Potentiellement, ça me rend visible auprès de certains investisseurs qui vont accorder de plus en plus d'importance à ces notes-là, puisqu'elles seront quand même des notes plus comparables que ce qu'on avait aujourd'hui, et donc plus fiables que ce qu'on avait aujourd'hui. Et donc, pour moi, la CSRD, oui, c'est une grosse étape de départ, mais à terme, je pense que vraiment, on va pouvoir remettre la RSE à des niveaux stratégiques et améliorer les standards RSE. On avait une question de Ouais. Sophie sur est-ce qu'il y a un nombre minimum de normes sur lesquelles on doit reporter au-delà de celle obligatoire. Non, on est vraiment sur une analyse. Donc, il y a les deux premières, là, mais les deux premières, ça va être ça va plutôt être le process. C'est comment on fait une analyse de double matérialité, ce genre de choses. La deuxième, c'est raconter un peu votre entreprise, mais ça va vraiment être enfin, normalement, ça c'est assez basique. Et après, il y a la norme changement climatique qui est matérielle par défaut. Mais tout le reste, ça va dépendre de votre analyse de double matérialité. Il n'y a pas de nombre minimum de normes sur lesquelles vous devez reporter. Donc au minimum, on est obligé Trois. de reporter sur Hop, on 3. va, on va en citer trois. Hmm. Mais et après, potentiellement, dans la norme, vous n'allez pas reporter sur tous les points de données parce qu'il y a des choses qui sont juste pas pertinentes pour vous, hein. Ça,
Merci beaucoup, Clotilde. Tu vas continuer à compléter un petit peu ce que je vais dire et comment, pourquoi finalement Connection est particulièrement indiqué pour vous accompagner et pourquoi on sera très content de vous accompagner sur la CSRD et notamment ces deux premières étapes de double matérialité et de gap analysis. Comme l'a très bien dit Clotilde à la fin, c'est que c'est pour nous un vrai enjeu stratégique et un vrai enjeu de transformation. Donc pourquoi faire appel à un cabinet? Bon, ça permet de clarifier la démarche hein, déjà. Vous l'avez vu, c'est quelque chose qui peut être assez technique et assez long de se pencher dessus, mais une fois on a clarifié cela, c'est déjà beaucoup plus simple. Évidemment, bon, faire appel à Connection Leadership peut vous faire gagner en efficacité et en temps, soit que vous manquiez de ressources internes ou de compétences, donc que ce soit du temps humain ou de la compétence. Et évidemment, on va pouvoir vous l'apporter. Et puis, évidemment, c'est quelque chose qui est auditable. Et donc là, Clotilde a un petit peu insisté là-dessus déjà, mais un document d'audit euh, demande une certaine formalisation et une précision dans la documentation, documenter ses décisions, documenter donc par exemple le choix des seuils, la façon dont tout cela a été choisi au cours du process de la double matérialité et de la gap analysis doit être documenté. Donc, tout ça, c'est des points d'attention sur lesquels on peut évidemment accompagner. Et puis, le dernier point, c'est qu'on se rend disponible pendant évidemment la phase d'audit aussi. L'accompagnement de Connection Leadership sur un sujet comme ça, donc Clotilde l'a aussi un petit peu évoqué, elle a donné des temps moyens d'atteinte hein, pour avoir la double matérialité, un temps d'atteinte pour avoir une gap analysis. L'idée, c'est que en fonction de enfin, quel que soit notre accompagnement d'ailleurs, et ça c'est dans nos habitudes, on prend toujours l'état existant de votre entreprise, on étudie là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui fait qu'on a quelque chose, un accompagnement qui est agile et qui va vraiment s'adapter à ce que vous avez comme ressources, à ce que vous avez comme données déjà présentes, à ce que vous avez comme culture déjà présente dans l'entreprise. Et donc, c'est assez difficile de donner un process avec un nombre précis de jours, ça demande toujours une petite analyse en amont pour savoir exactement comment va être fait l'accompagnement avec vous. En revanche, la structure de cet accompagnement et ce que l'on peut inclure dedans est assez claire et a déjà été pas mal présentée par Clotilde. Par ailleurs, en termes de valeur ajoutée, je dirais que sur les liens entre la RSE et la CSRD, la stratégie RSE et la CSRD, eh bien, ils sont très concrets et c'est là aussi faire le lien entre les deux que l'on peut être vraiment utile. C'est-à-dire comment mettre une réflexion stratégique en place grâce à des points de données qui seraient présents et que l'on souhaite améliorer ou qui sont manquants et que l'on souhaite là aussi améliorer. Donc là, les différentes étapes d'un accompagnement, ça ressemble à ce que Clotilde a pu présenter juste avant. C'est un petit rappel des différentes étapes, la double matérialité, comment construire le diag, se mettre en marche vers la conformité avec la gap analysis, et puis l'accompagnement au déploiement. L'accompagnement au déploiement qui est là un vrai changement et qui peut être suivi grâce à de l'aide avec un PMO, un responsable de projet externe, par exemple. Là où il y a un vrai point d'attention, c'est sur le premier point, chose qui est au cœur de nombre de nos activités, c'est sur lancer l'entreprise dans la démarche. Le fait de mobiliser des personnes dans cette démarche, notamment un comité de direction, un comité exécutif, notamment certaines parties prenantes et puis tous les salariés qui seront impliqués dans la remontée de données ou sur le fait qu'elles doivent s'améliorer au quotidien. Là-dessus,
on est pleinement dans nos activités de comment induire une transformation. L'idée est vraiment grâce à des ateliers, d'utiliser toutes nos compétences sur la mobilisation et sur la transformation pour créer le mouvement dans l'entreprise autour de ce sujet CSRD, et puis de faire le lien avec le comité exécutif ou comité de direction, avec la stratégie. Justement, c'est un moment où on va discuter de stratégie, où on va discuter de comment on remet la RSE dans son ensemble, au centre de l'entreprise et comment on en fait un axe de décision. Donc là, on a quelques étapes un peu plus précises sur l'étape numéro 2 de matérialité, hein. Je ne sais pas si tu souhaites commenter ça, Clotilde, sur la façon dont on l'accompagne, mais voilà, c'est revenir un peu plus en détail sur ce que tu as déjà dit. L'identification des IRO dans un premier temps, la mise à jour et l'évaluation de ces IRO et la mise en forme de la matrice. Hmm. Peut-être juste pour préciser, dans la partie CSRD, euh, dans les normes CSRD, il y a une liste d'enjeux où en fait on est obligé de parcourir tous ces enjeux-là dans l'analyse de double matérialité et c'est de là qu'on va sortir nos risques, nos impacts, risques et opportunités. Après, parfois, il y a des choses où très vite on va rayer en disant ça, on va pas y passer des heures parce que on sait que il y a un truc sur les ressources marines. Selon votre activité, parfois vous êtes assez certain que vous n'allez pas être matériel sur les ressources marines. Euh, voilà. Mais donc il y a une liste d'enjeux imposés de base que doit couvrir l'analyse de double matérialité et c'est de là qu'on va sortir les impacts, risques et opportunités. L'idée, c'est effectivement de vous faire perdre le moins de temps possible aussi sur ces étapes où on va sélectionner les données sur lesquelles on va vraiment travailler, à savoir est-ce qu'elles sont matérielles, est-ce qu'elles ont un impact sur l'entreprise ou de l'entreprise sur son environnement, sur ses parties prenantes. Donc on a, pour rappel, le petit visuel ici que l'on a montré tout à l'heure. Et là aussi, dans la méthode, l'apport de Connection Leadership peut se voir à travers les entretiens, qui est une méthode et nos méthodes d'entretien qu'on utilise dans énormément de diagnostics et d'accompagnement que l'on fait. Euh, Ces entretiens vont aussi révéler des opportunités d'amélioration qui peuvent aller au-delà du sujet CSRD, et comme on a un cabinet qui a l'habitude de travailler sur des enjeux humains et bien au-delà des aspects techniques, c'est des choses qui sont montées aussi à la direction et qui peuvent faire enfin, qui sont des moments privilégiés pour repérer des sujets qui peuvent être cachés. Et puis ces entretiens avec donc des techniques, une approche de coaching permettent de créer un climat de confiance aussi pour réussir à impliquer l'ensemble des personnes de la démarche CSRD dans l'opération. Donc les entretiens, ils vont être primordiaux avec l'ensemble des parties prenantes, les salariés, les clients, éventuellement les investisseurs, les fournisseurs, pour justement vérifier la matérialité ou non des enjeux. Et ce sera aussi un moment pour faire un bon point sur les forces, faiblesses, les opportunités de l'entreprise. Dans, ici à l'écran, on a les différentes étapes de la gap analysis. Ici, ce à quoi peut ressembler une gap analysis, justement. On a pris trois enjeux, les trois enjeux principaux, trois ESRS principaux, et on l'a fait évidemment sur l'ensemble des ESRS si c'est nécessaire. L'idée, c'est d'avoir très visuellement sur chacun des points de données à quel point un enjeu et cette donnée est prioritaire et à quel point l'entreprise est mature ou pas sur cet enjeu. Et donc en face, voir comment on va traiter en face de chaque point de données, comment on va traiter soit l'amélioration, soit la naissance, on va dire, de la récupération de ce point de données. Après,
l'accompagnement du plan d'action, justement. Ce plan d'action qui va être fait au moment de la gap analysis, il peut être accompagné par Connection Leadership dans vraiment le process très concret chez vous de comment vous allez mettre en place la récupération de données, comment vous allez organiser la gouvernance, qui est en charge de chaque point de données, comment elle est remontée, comment sont structurés les tableaux de bord et la récupération, et puis comment vous allez mettre en place des comités de pilotage, faire en sorte de ne pas perdre le souffle. Nous, on le constate dans les transformations qu'on conduit, hein, quelles qu'elles soient. Trop souvent, on a des bons plans d'action, on a des plans stratégiques aussi. On a un plan stratégique qui est bien détaillé, un plan d'action qui peut l'être bien aussi. Et là où le bas blesse assez souvent, c'est dans l'exécution, dans le fait d'aller vraiment sur le terrain, constater la transformation. Et donc, on est vraiment ressource aussi, par exemple, avec du PMO, donc un responsable de projet externe, ressource pour vous aider à aller jusqu'à la rédaction du rapport et à la récupération de l'ensemble de ces données en vous assistant aux différentes étapes. Faire en sorte que les objectifs que vous fixez dans le temps et en qualité soient atteints. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait la plupart du temps dans nos projets de transfo. Puis dernier point, là, c'est sur donc qu'est-ce que finalement vous allez devoir reproduire dans le rapport. Bah, c'est l'ensemble des étapes, l'ensemble des étapes, l'ensemble des données aussi. Clotilde en a pas mal parlé, des données produites. Selon le plan donné d'ailleurs par la matrice de double matérialité. Et donc là, on faisait un petit rappel un petit peu sur pourquoi se lancer maintenant, finalement, dans cette CSRD. Soit c'est parce que vous y êtes soumis dès 2026 sur les données de l'an prochain, donc ça veut dire commencer très très rapidement à récupérer ces données et à les mettre en forme afin d'être en mesure en 2026 de produire le rapport. Soit c'est aussi pour d'autres raisons qui ont été citées, le fait de déjà vous inspirer de la structure de la CSRD pour structurer une démarche RSE et la mettre en avant, et pouvoir la mettre en avant donc à la fois auprès de vos clients et vraiment prouver vos engagements en matière de RSE. Peut-être ce sont des clients qui vous le demandent déjà à travers des appels d'offres, à travers euh, à travers oui, des appels d'offres ou un marché qui est en train d'évoluer. Les critères de choix d'un produit peuvent évoluer en fonction de la durabilité et ça devient un critère de choix pour de plus en plus de produits. Donc, les marchés étant en train de se modifier, il faut anticiper ces modifications et déjà y répondre. Et puis, il y a aussi, simplement, si vous avez la volonté d'avoir de l'impact, c'est aujourd'hui, comme le disait Clotilde, dès à présent, l'occasion de le prouver. Et de prouver aussi qu'il y a potentiellement une amélioration dans le temps, avec donc un impact positif que vous créez année après année. Ouais, je pense que effectivement, hein, le rapport CSRD, il faudra le mettre à jour tous les ans. Alors, on n'est pas obligé d'avoir progressé sur tout tous les ans, hein, clairement, on choisit ses combats aussi et tout ça. Mais si vous publiez toujours les mêmes indicateurs au même niveau tous les ans, bah, ça n'envoie pas non plus un message qui irait avec un storytelling qui dit que vous êtes hyper engagé, tout ça. Donc, en plus, le fait de devoir republier à chaque fois les données va inciter quand même à ce qu'il y ait des améliorations sur certains aspects. Sinon, c'est compliqué après d'aller raconter qu'on a une stratégie forte en RSE ou ce genre de choses, quoi. Puis on avait tout à l'heure une question de Vincent McCoy sur les liens avec les RH. Alors effectivement, on a les liens avec les RH, il peut être fait à travers plusieurs liens. C'est déjà l'embarquement de l'ensemble de l'entreprise dans un sujet de transformation, depuis le comité de direction qui va avoir la vision stratégique jusqu'à la couche des salariés en passant par le management intermédiaire. Il y a potentiellement beaucoup de personnes impliquées dans un projet comme ça, que ce soit
pour des changements de pratique au quotidien, pour des changements de reporting, pour des changements un peu plus stratégiques. Donc tout ça, c'est des choses dans lesquelles, comme je le disais, on est expert chez Connection Leadership, le fait de réussir à embarquer une entreprise et faire un plan d'embarquement. Il y a aussi la dimension donc, purement des compétences, sur lequel on a de nombreux programmes, certains étant animés par Clotilde d'ailleurs, sur les enjeux de transition écologique. Et donc, pour ça, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise, on a des programmes de formation qui peuvent aider à monter en compétences sur les enjeux d'achat responsable, par exemple, qui est un sujet souvent central en lien avec la RSE et les enjeux de la CSRD, avec l'enjeu de la décarbonation. On a des programmes sur la décarbonation, on a des programmes sur le fait de bâtir une stratégie RSE et le fait de bâtir une stratégie de transition écologique. Et puis des programmes qui s'adaptent évidemment à votre niveau de maturité ou au niveau de maturité du public. Voilà, on prend des programmes soit au niveau pure sensibilisation et juste comprendre qu'est-ce que par exemple le dérèglement climatique ou qu'est-ce que la biodiversité, qui sont des enjeux sur lesquels reporter ou bien des choses beaucoup plus techniques pour aider l'entreprise à mettre en place des actions très concrètes sur sa gestion des eaux, sa gestion des déchets. Tout ça, c'est des programmes qui sont au catalogue de Connection Leadership. On en a 45 qui se font en présentiel, en inter ou en intra-entreprise, en- et éventuellement en classe virtuelle. Et là encore, l'apport de Connection Leadership, c'est qu'on peut avoir une approche conseil aussi à travers les formations. D'une, puisque les formations au sein même de leur programme permettent de travailler sur des actions concrètes. C'est pas uniquement descendant, mais on fait vraiment travailler nos clients en formation sur quoi faire. Et puis, deux, puisque on peut bâtir des parcours qui vont correspondre entre les différentes formations, qui vont correspondre à là où vous en êtes et à votre feuille de route de transition écologique ou à votre feuille de route CSRD finalement. Donc on a suffisamment de sujets traités dans nos programmes qui peuvent qui peuvent vous permettre de faire progresser votre démarche et faire progresser les salariés à délivrer cette démarche CSRD et RSE. Donc là, le lien avec les ressources humaines, il est assez clair. Et puis, il y a un autre produit, entre guillemets, une autre démarche que je vous présente ici, qui est le diaguerrage transition écologique, qui consiste à vous accompagner en regardant où en est votre entreprise aujourd'hui sur les enjeux RH, sur les enjeux de compétences, pour servir un plan de transition. Et c'est aussi un moment où on fait un diag justement sur le projet de transition. Donc là, c'est très clairement en lien avec l'enjeu CSRD aussi, puisque c'est un moment où on regarde la maturité de l'entreprise sur les enjeux de RSE au sens large, on regarde la maturité de l'organisation et de ses ressources humaines pour servir ses ambitions RSE, et on l'aide à faire des plans d'action pour atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de RSE. Et donc là, on fait le lien aussi avec comment mettre en place la CSRD, puisque ce sont des étapes de toute façon qui sont nécessaires à un moment dans l'étape de gap analysis et de plan d'action, ou voir comment les équipes sont organisées et autres, ou même sur la première étape de matérialité. C'est un moment où évidemment on fait le diag approfondi d'où on en est l'entreprise sur ses impacts. Voilà un petit peu les liens qu'il peut y avoir donc, avec les RH pour répondre à la question de tout à l'heure, à savoir que ce diag qui est à l'écran est finançable en grande partie par les OPCO. Donc ça, c'est avec les OPCO qu'il faut voir cela également. On travaille, nous, en étroite collaboration et en mode tripartite avec nos clients et leur OPCO pour faire en sorte que de financer au mieux cette prestation, qui est un bon moyen d'entrer dans la CSRD aussi. Et puis euh, bah là, on arrive au bout de ce webinaire, donc c'était un grand plaisir de pouvoir vous le présenter. Peut-être que vous avez des questions, et puis peut-être que Clotilde, toi, tu as un dernier mot à ajouter. Je sais pas, si, la CSRD, c'est bien. Je sais que ça fait peur et je sais que c'est
Non, il y a un côté extrêmement lourd du fait que les normes sont très détaillées, qu'il faut aller se poser la question qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, tout ça et tout. Donc évidemment que la première année, on va pas se mentir, hein, la première année, on doit faire son rapport CSRD, surtout si on n'a jamais fait de rapport de durabilité avant. Oui, c'est lourd et ça prend du temps et tout ça, donc ça évidemment, il faut pas le nier. Mais vraiment, je pense que ça vaut le coup d'y passer du temps, surtout si vous voulez valoriser votre action RSE, parce qu'il y aura vraiment des choses à faire, je pense, intéressantes, et je pense que ça peut vraiment devenir un beau levier de transformation. Super. Mais je suis complètement d'accord et que c'est quelque chose qui va vraiment soutenir les entreprises dans comment faire finalement avec la RSE et que ça va aider à aller vers finalement des respects d'objectifs qu'on s'est fixés à des niveaux européens notamment. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Il y a eu pas mal de questions et je vous en remercie beaucoup à tous ceux qui en ont posé. Vous pouvez encore les poser là pendant qu'on est connecté. Profitez-en. Et puis évidemment, profitez-en aussi si vous avez des besoins, vous pourrez nous contacter évidemment par la suite. Mais là, si on est encore connecté pendant quelques secondes, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et s'il n'y en a pas, bah, d'avance, je vous souhaite une excellente journée aux personnes qui vont se déconnecter et à très vite pour vous répondre si vous avez des besoins. Et je précise effectivement que le webinaire sera envoyé en replay, donc avec un lien pour y avoir accès. Et que si vous avez besoin des slides, n'hésitez pas à nous les demander également. Je ne vois pas apparaître de questions dans la discussion, donc je vais clore. Merci encore à tous. Excellente journée et bonne route vers la CSRD.